Alors, je vous présente avant qu'on démarre. Enfin, je donne votre nom au moins. Hein. Donc, Laurent Héraille, vous êtes vice-président branche recycleur de Mobiliance et vous êtes président du groupe Surplus Recyclage. C'est bien ça. C'est bien ça. Rodolphe Pouvreau, vous êtes directeur de SRA ou du SRA, je ne sais pas comment on dit, SRA, de SRA. Benoît Dehove, responsable environnement professionnel BCA Expertise. Fabrice Henriot, président de Allo Cassoto. Exact. Et Olivier Corr, responsable de la business unit Précis, Digipiec et Matière. Exactement. Et Indra. Chez Indra. Et je travaille pour Indra, effectivement. Voilà. OK. Donc notre sujet, c'est le développement de la pièce de réemploi. On va commencer avec vous, Rodolphe, sur la présentation des éléments contexte, sur l'utilisation, puisque vous faites des statistiques, vous dépouillez... on ne sait pas combien, des millions d'opérations. On reçoit 3 800 000 rapports d'expertise à l'année et pour la partie collision, on va garder à peu près 1 800 000 rapports d'expertise. D'accord. Et donc de ces rapports, on a mis en place une programmation statistique qui va nous permettre d'aller identifier les pièces de réemploi dans les libellés. Donc c'est tout un chaînage avec le code opération et aussi des mots-clés qu'on va repérer dans le libellé. Voilà. Donc avec vous, on va voir où on en est. Donc normalement, Régie, ils ont 2 slides que peut-être on pourrait nous afficher. Non ? Oui, c'est bon. Merci. Ça y est. Donc voilà, donc là, c'est fait en nombre de pièces. Hein. Il est pratiquement 15 heures, donc c'est l'heure idéale pour parler de statistiques. Donc effectivement, le taux à retenir, c'est 15,1% qui correspond au nombre de rapports d'expertise ou de factures qui contiennent au moins une pièce de réemploi sur les pièces à remplacer. Donc ce qui est intéressant sur cet indicateur, c'est qu'on peut voir que la courbe bleue a quand même une position très ascendante depuis un certain nombre d'années, même si fin 2022, on a connu un petit tassement, on voit quand même qu'on est sur une tendance très forte. On a aussi la même chose par département ? On a la même chose par département. Les autres indicateurs du dessous, vous allez voir la part des pièces de réemploi sur le total des pièces remplacées. Donc il faut retenir que sur cette fin de premier semestre 2021, 4,7% des pièces remplacées étaient des pièces identifiées en pièces de réemploi. Effectivement, on constate qu'on a une utilisation qui est en augmentation tout au long des années. Par contre, on peut voir des disparités assez fortes d'un département à l'autre. On peut citer en bon élève sur le taux de pièces de réemploi le 79, donc, où il y a beaucoup de mutuelles, par exemple, d'assurance. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Je ne sais pas. Mais effectivement... Si, c'est intéressant de voir les disparités par département. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure qu'effectivement, la carte de droite qui représente les âges moyens des véhicules peuvent avoir forcément une incidence sur le taux d'utilisation, mais pas que, puisque certains départements peuvent avoir des taux bien meilleurs que d'autres. Et effectivement, le 86, le 81, le 22 ont des taux d'utilisation de pièces de réemploi qui sont à plus de 17%, quand la moyenne nationale est autour de 15%. En contrepartie de ça, on a forcément des départements qui sont à la traîne, avec quelques départements qui sont à moins de 5 ou 6%, qui sont principalement les départements d'Île-de-France et quelques départements assez significatifs que vous pouvez retrouver sur la carte. Moi, j'aurais tendance à en conclure que si on veut, on peut. Certainement, oui, tout à fait. Il y a des départements qui arrivent mieux que d'autres. Après, il y a forcément des phénomènes locaux qui font. Est-ce que c'est l'implication des réparateurs? Est-ce que c'est le contradictoire avec l'expert et le réparateur? La disponibilité des pièces? Il y a forcément une multitude de critères qui font que certains départements performent plus que d'autres. Alors, Olivier Corr, on va parler avec vous. On va parler de l'offre, hein, en fait, puisque c'est un marché où l'offre et la demande sont un peu en balance. Pardon? Il y avait un deuxième salle. Ah mince, pardon. J'ai eu peur d'être censuré. Je suis désolée. Non, vous n'êtes pas censuré. Donc effectivement, il y a une disparité locale, mais aussi on constate une forte disparité sur les natures de pièces. Donc et bien évidemment, des pièces sont plus utilisées que d'autres en pièces de réemploi. Donc vous retrouvez là le top 9 des pièces, avec la pièce principale qui est le haillon arrière, qui présente aujourd'hui un taux de réemploi de 23%. Donc 23% des haillons que l'on peut retrouver dans les rapports d'expertise sont des haillons de réemploi. Et par contre, ce qui est à noter, et c'est là après je laisserai les acteurs terrain échanger, c'est que ces 9 pièces, qui représentent 80% de l'ensemble des parts de pièces de réemploi, ne représentent en fin de compte que 40% des pièces remplacées. Donc effectivement, on se rend compte qu'il peut y avoir un déséquilibre sur le besoin et sur aujourd'hui ce qu'on retrouve.
Donc là, normalement, vous allez me dire, mais quelles sont les pistes pour booster cette pièce de réemploi? Donc effectivement, d'un point de vue purement statistique, mathématique, même si bien évidemment on a des remontées terrain et des connaissances, on peut se rendre compte qu'il est important de proposer une offre qui sera adaptée aux besoins. Souvent, on entend il y a beaucoup plus de choc à l'avant que choc à l'arrière. Donc forcément, on s'est amusé à contrôler si c'était vrai. C'est vrai, mais pas tant que ça, puisque 47,5% des sinistres ont une nature à l'avant, quand on est à 32% à l'arrière. Donc effectivement, on a quand même une disparité, mais qui reste assez proche l'une de l'autre. Et ensuite, donc, les différentes propositions qu'on peut faire, nous, d'un point de vue technique et statistique, ça serait aussi d'étendre l'offre, parce qu'on se rend compte que 80% des pièces de réemploi sont regroupées sur 9 pièces, et on se rend compte que certaines pièces, donc on en a listé quelques-unes qui sont vraiment pas exhaustives, mais ça peut être une piste qui présente des taux de part importantes, on est à 2-3%, donc forcément, si on les cumule, on arrive vite à des gros pourcentages. Et ces pièces présentent aussi un taux de remplacement important. Par exemple, si on prend la calandre, pratiquement 97% des calandres endommagés sont à remplacer. Et sur cette pièce-là, on a un taux de pièces de remploi, par exemple, que de 2,6. Donc c'est vrai que c'est aussi la démarche qu'on pourrait aussi influencer, c'est de se dire il y a peut-être d'autres pièces à aller chercher en réemploi que celles qu'on a l'habitude aujourd'hui d'utiliser. Merci et pardon. Et donc du coup, ça tombe bien parce que Olivier Corse, c'était ça la question, c'est comment on fait pour élargir l'offre de pièces, puisque la demande, finalement, on voit qu'elle existe et que c'est peut-être l'offre aujourd'hui le frein au développement de ce marché. Alors je confirme, je pense qu'effectivement il y a une inadéquation entre la demande et l'offre. On a une demande qui globalement, mais ça c'est dans les grandes masses, statistiquement est plus forte que l'offre. Et donc nous, notre travail, c'est d'accompagner les centres de véhicules hors d'usage à être capable d'identifier à la fois le besoin actuel, ce qui n'est pas déjà évident pour un centre VHU, et d'identifier le besoin futur, puisque vous traitez des véhicules, notamment ceux issus de choc, qui sont potentiellement très récents, et paradoxalement sur les véhicules extrêmement récents, la demande n'est pas encore immédiate. Et donc là, vous êtes plutôt sur un phénomène de spéculation, vous allez devoir identifier. Vous savez globalement que ces pièces-là se vendront sur des véhicules récents, mais vous allez devoir investir pour pouvoir les démonter, les stocker, et ça va prendre du temps. Donc ça veut dire qu'en termes de trésorerie, c'est d'abord de l'immobilisation, avant de faire du chiffre d'affaires plus tard. Voilà. Et plus tard, c'est peut-être 4-5 ans après. Et là, il y a aussi un phénomène où effectivement, certains acteurs prescripteurs, sur des véhicules encore très récents, vont pas forcément proposer systématiquement de la pièce de réemploi. Donc là, il y a peut-être un travail à faire. Après, on n'est pas sur le gros du marché. C'est un peu comme on disait sur les idées reçues, c'est-à-dire que l'avant, l'arrière, finalement, les gens proposent pas parce qu'ils pensent qu'il y a pas assez de pièces, et puis finalement... Oui, alors il peut y avoir ces phénomènes-là. Quand je vois que le haillon est la première pièce qui est remplacée en pièce de réemploi, je pense qu'il y a un phénomène qui est lié aussi à la pression du prix. Le haillon, c'est une pièce qui est complexe. Enfin, le haillon est finalement composé de plusieurs pièces. Et en pièce de réemploi, il vient un petit peu de tel quel. Là où, chez le constructeur ou sur l'IAM, peu importe le distributeur de pièces, mais de la pièce neuve, vous devez associer un ensemble de pièces. Et là, souvent, l'ensemble va être plus cher que la pièce de réemploi. Donc, il y a un vrai gain à aller chercher la pièce de réemploi sur ces produits-là. En plus, peut-être d'un approvisionnement qui est un petit peu plus facilité, puisqu'une fois de plus, vous achetez une seule pièce. Il y a aussi l'autre bout de la chaîne, les véhicules très vieux, est-ce qu'ils sont bien... Alors sur les véhicules très vieux aujourd'hui, alors ce qui est vrai, c'est que les centres VHU traitent en moyenne des véhicules qui ont un peu plus de 20 ans aujourd'hui. C'est la moyenne des véhicules qui sont traités et détruits en France. Nous, quand on regarde nos statistiques, ce que l'on vend est à l'image du parc. On vend des pièces qui ont 11-12 ans aujourd'hui, donc vraiment à l'image du parc. Et c'est normal, statistiquement, dans les grandes masses, vous allez chercher les pièces des véhicules qui roulent. Effectivement, sur les véhicules plus anciens, ça pourrait être intéressant de développer des offres avec des prix de pièces très dépositionnés. Aujourd'hui, sur certains top parcs, les centres VHU ne démontent plus les pièces, puisqu'il n'y a pas forcément un intérêt sur la pièce de réemploi, parce que vous en avez déjà plein dans les racks, et pas forcément la demande. Donc on va plutôt traiter le véhicule en matière, on va le traiter en destructif par exemple, ce qui va empêcher de prendre des pièces, ou en tout cas le traiter le plus rapidement possible. Et là je suis convaincu qu'on peut travailler sur cette offre-là et offrir des pièces de réemploi qui sont encore dépositionnées en termes de prix. Fabrice Henriot, sur aller exploiter les gisements sur des véhicules plus jeunes ou sur des véhicules très anciens, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je rejoins complètement les propos qui viennent d'être tenus. On a une typologie de véhicules qui rentrent dans les centres VHU. Aujourd'hui, un centre VHU, enfin un centre de recyclage de véhicules, gère en moyenne des véhicules qui ont 19 ans. Donc effectivement, la moyenne d'âge qui circule est plutôt de 11 ans.
et de l'autre côté, on détruit des véhicules de tout âge, plutôt autour du moyenne de 19. Donc, je reviens et je vais être un peu redondant, mais en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à faire à travers les échanges qu'on a, aussi bien avec les experts automobiles, dans le cadre de la réparation collision, que en direct avec les particuliers ou avec les réparateurs, c'est qu'on arrive à estimer les besoins en fonction des catégories de véhicules. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur les véhicules qui arrivent en grande masse dans nos centres, et puis par une logique de rentabilité et de profitabilité, on va aller se concentrer sur des véhicules qui circulent en masse aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous donne un exemple concret pour que ce soit parlant. Demain matin, on rentre une Peugeot 208 dans nos centres, on démonte le capot, il est vendu dans la journée. Par contre, on va rentrer une Tesla modèle S, on va le démonter, on le vendra peut-être que dans 4 ans. Donc tout notre travail, et ça passe aussi par beaucoup d'usage de l'informatique, de l'intelligence artificielle qui commence à arriver dans nos métiers, c'est de pouvoir appréhender les besoins des marchés de demain sur les véhicules récents et d'être en capacité aussi de fournir des pièces qui aujourd'hui, par exemple, vous avez beaucoup de constructeurs qui ne fabriquent plus de pièces parce que le véhicule thermique a une échéance de vie. Et donc, il y a certaines pièces aujourd'hui que nous, au centre VHU, nous sommes en capacité de capter pour proposer des réparations demain sur des véhicules sur lesquels ni les équipementiers ni les constructeurs automobiles ne seront en capacité de proposer une offre. Et si on parle d'étendre le nombre de pièces qu'on démonte, on arrive aussi à des questions de pièces de sécurité. Benoît Dehove, quelle est la position des experts sur l'élargissement de l'offre de pièces proposées en réemploi? Déjà, je pense qu'il y a déjà 2 sujets, vous l'avez évoqué. Les véhicules récents, les pièces, on va les stocker 5 ans. En fait, il y a aussi ce phénomène-là. Dans le cadre d'un sinistre automobile, un véhicule qui a moins de 5 ans, on n'est pas encore sur une maturité à aller proposer finalement. Parce on ne le fait pas, mais on pourrait, c'est ça que vous dites. On pourrait. On a parfois même des blocages de la part de certains de nos clients qui nous disent sur les véhicules de moins de 2 ans, Quand vous dites client, vous parlez de qui? On peut parler assureur ou même parfois des loueurs par exemple. Donc l'objectif aujourd'hui, et ça peut se comprendre, on a un véhicule qui est très récent, on a un sinistre auto, avoir une pièce de réemploi. Il faut aussi que tout ça, ça rentre dans les mœurs, de se dire que la pièce de réemploi, elle est finalement pas moins qualitative qu'une pièce neuve, c'est exactement la même en fait, hein. Une fois repeinte, c'est exactement la même chose. Maintenant, si je reviens sur la question que vous m'avez posée par rapport à l'élargissement des pièces, chez BC Expertise, on suit 11 pièces qu'on estime comme éligibles. On est en train d'établir une liste qui va jusqu'à 30 pièces. Aujourd'hui, vous avez que 11 pièces. Alors, c'est les 11 pièces les plus proposées, c'est-à-dire celles qu'on a vues celles qui font la majorité de notre résultat dans la préconisation lors de nos expertises. Maintenant, ça veut dire que ces 11 pièces, vous les poussez? On les pousse, on les suit indépendamment d'un taux global. On suit en fait le taux pour chacune de ces pièces. Typiquement, si je regarde la porte à aujourd'hui, chez BC Expertise, on est autour des 23% de préconisation sur la porte. Donc en fait finalement... Vous êtes mieux que la statistique. On est mieux, peut-être un peu, parfois moins sur d'autres. Je vois le bouclier arrière, c'est pas toujours évident par exemple. Mais si on parle de l'élargissement finalement du panier de pièces, il faut quand même comprendre que dans le cadre d'une expertise, et souvent si on parle de jantes, d'éléments mécaniques ou électroniques, on est dans des procédures de suivi de réparation avec une responsabilité de l'expert qui peut être pénale. Donc il y a des choses à changer dans finalement la culture de l'expertise et notamment des travaux à faire avec les professionnels du recyclage. Et c'est les travaux qu'on mène avec la charte qu'on a pu signer avec eux sur se dire comment on peut finalement cadrer certaines pièces pour finalement se dire un minimum de contrôle pour que nous, on puisse s'assurer en fait de la qualité de la pièce. Si je reprends la jante typiquement, on est un peu frileux, pour autant ça ne nous empêche pas d'appeler certains réparateurs pour réparer des jantes. Finalement, c'est un peu le même principe que de reprendre une jante qui n'a jamais eu de dommage et qui a juste été démontée d'un véhicule. Donc voilà, il y a beaucoup d'acculturation à faire. Il y a une professionnalisation du monde de la déconstruction aussi qui se fait. On va en parler avec Laurent Hirail, on reviendra là-dessus. Hein. Très bien.
Moi, je voulais juste rebondir, si je peux me permettre 2 secondes, sur le côté culture, parce que je pense que c'est vraiment important. Hein. On parlait là à l'instant de la logique qui arrive chez les assureurs, chez les loueurs, mais aussi chez les particuliers, de se dire que j'ai acheté une voiture il y a 2 ans, pourquoi je la réparais avec de la pièce d'occasion? Moi, j'ai beaucoup d'amis autour de moi. Moi, je leur demande pourquoi ils réparent leur voiture d'occasion avec de la pièce neuve. Donc, on a un vrai travail de culture. Et justement, dans les pays, si on sort un petit peu de la France, qu'on va sur l'Europe ou qu'on va sur les États-Unis, on constate que aux États-Unis, comme dans certains pays du Nord, la Suède, la Finlande, pour les citer, on est sur 50, 80, 120 pièces aux États-Unis qui sont aujourd'hui dans la logique du réemploi. Et c'est tout le travail qu'on doit faire, nous aussi, en logique, en réassurance vis-à-vis du grand public comme vis-à-vis des acteurs, pour leur expliquer à travers des process de contrôle, de garantie, de labellisation de notre pièce, qu'aujourd'hui une pièce d'occasion elle est capable d'assumer complètement le même profit qu'une pièce neuve, avec son avantage économique. D'abord, en premier lieu, ça c'est plus pour les particuliers, et puis cet avantage écologique, parce que réparer une voiture de la pièce de réemploi, c'est à minima 50% d'économie de CO2. Et aujourd'hui, cette notion-là, elle n'est pas toujours prise en compte par le particulier qui regarde son portefeuille, mais les grands acteurs qui demain vont être pénalisés par leur potentiel de production CO2. Ça y est, on est dedans. Donc quand on voit les États-Unis où on a des prescripteurs, les compagnies d'assurance, les experts, qui dès les années 70-80 ont commencé à se dire mais pourquoi on remplacerait une porte neuve sur une voiture d'occasion? Nous, c'est tout ce travail qu'on doit faire, mais tous ensemble. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on ait un plateau qui représente l'ensemble des arguments. C'est que tous ensemble, on doit pouvoir convaincre les propriétaires des véhicules, que ce soit des assureurs, des loueurs ou des particuliers, de l'avantage qu'apporte la pièce de réemploi en termes économiques et en termes écologiques. Et donc la professionnalisation, venons-en. Si la pièce, elle fait le même job, il n'y a pas de raison qu'on la prenne neuve si on est aussi bien avec une pièce d'occasion. Pour ça, il faut donner confiance. Pour ça, il faut donner confiance. Et puis, de toute façon, la pièce de réemploi, elle remplacera jamais dans la totalité la pièce neuve. À un moment donné, on va toucher le plafond de verre. On en est loin aujourd'hui. Je pense que par rapport à nos clients, on doit proposer un produit de qualité équivalent à la pièce neuve, que ce soit en livraison, que ce soit en garantie. Là, vous parlez du service que vous pouvez apporter en plus de la qualité de la pièce. Voilà. Je pense que le service aujourd'hui, d'ailleurs, il est à la hauteur, il y a encore des efforts à faire, mais de ce côté-là, on peut rivaliser avec la pièce neuve sans problème. Après, je pense que si on veut aller plus loin, ouvrir sur d'autres familles, d'autres gammes de pièces, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, dans certains pays, parce que c'est une culture et c'est la totalité des pièces qui est sur le marché. Ce n'est pas une histoire de pièces, j'ai entendu tout à l'heure, vous avez parlé de pièces interdites ou sécurité. Je pense qu'au moment, on est des hommes de l'art, notre métier, on le connaît. Par contre, on doit aller plus loin peut-être dans cette qualité de pièces. On doit faire évoluer sans doute nos certifications. Aujourd'hui, on ne cite qu'une, SGS Calicert va jusqu'à 5 contrôles visuels. Est-ce qu'on ne doit pas aller à 7, 8 contrôles, à faire des contrôles métrologiques avec de l'appareillage conséquent et de niveau, puisqu'aujourd'hui on trouve voilà, on a ce qu'il faut sur le marché pour pouvoir contrôler nos pièces. Je pense qu'il va falloir aller plus loin. J'ai vu quand même, c'était intéressant tout à l'heure sur la diapositive, on parlait de berceau, de bras. Le berceau, c'est une pièce spontanément, on n'y pense pas. Oui. Et pourtant, vous l'accepteriez en tant qu'expert. C'est justement la pièce qui fait parler. Le berceau, le train arrière. En fait, le sujet de cette pièce-là, c'est de pouvoir contrôler l'intégrité de cette pièce. C'est-à-dire qu'elle a très bien pu subir un sinistre précédemment. Pourquoi pas être réparée et pas dans les règles de l'art, repeinte, et finalement, 10 ans après, ne pas être visible, cette fameuse réparation. Bref, c'est plutôt ce qu'il y a en fait dans le discours. Maintenant, je rejoins tout à fait ce que dit Laurent. Le sujet de la professionnalisation et surtout de la qualité de la pièce. Quand on envoie un pare-choc, si on l'envoie, on commande 2 pare-chocs, les 2 pare-chocs arrivent endommagés, à un moment donné, ça freine aussi les professionnels de l'automobile, puisqu'il y a une notion de délai aussi derrière. Réparation, délai, véhicule de prêt, etc. C'est peut-être pour ça qu'en Ile-de-France, on est peut-être un peu moins bon qu'ailleurs, notamment dans l'Ouest. C'est plus long pour l'avoir, c'est ça que vous dites? C'est pas plus long,
parce que franchement aujourd'hui on a des livraisons qui peuvent être même faites dans la journée, parfois emballées comme une pièce neuve, mais on a finalement parfois quelques pièces qui devraient rester destinées aux particuliers et pas aux professionnels, qui peuvent être intégrées dans le marché et donc nuire à l'image, je dirais, de la qualité de la pièce. Et ça c'est dommage, mais pour autant, si je reviens sur le berceau, c'est typiquement une pièce qu'on va aller changer quand on est dans une procédure de suivi de travaux, sur laquelle à la fin on va signer un rapport d'expertise où on engage en fait notre responsabilité pénale sur la sécurité du véhicule. Donc, pourquoi pas mettre un berceau quand il n'est pas disponible, on le fait. Maintenant, Monsieur Eraille, il engage aussi sa responsabilité finalement. En tant que producteur, bien sûr. S'il l'avance, c'est qu'il a confiance. Parce que vous, votre spécificité, c'est il y a plusieurs types de pièces de réemploi. Hein. Il y a la pièce d'occasion et à l'extrême, il y a l'échange standard qu'on appelle Riemann aujourd'hui. Et vous êtes entre les deux et vous faites de la pièce reconditionnée. Oui, on a souhaité se positionner en 2020 sur de la pièce reconditionnée issue de l'économie circulaire. Ben, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a 3 activités chez nous. On a 3 usines différentes, et notamment une usine qui traite que du 2 roues. Et si on parle de pièces sensibles, quand on parle de 2 roues, eh ben, tout est pièce sensible sur le 2 roues. Si on y va par là, toutes les pièces peuvent être sensibles. Donc c'est ce qui nous a poussé à aller plus loin, comme je disais tout à l'heure, dans les contrôles. C'est-à-dire et avoir un objectif de dire il faut avoir un taux de retour très faible. Le taux de retour du groupe aujourd'hui est à moins de 2%. Donc voilà, ce qui prouve que les contrôles ont été faits. Si je reviens sur le 2 roues, sur les 500 premières pièces les plus vendues, l'étrier de frein arrive en 5e position. Donc voilà, et on n'a pas eu de problème plus que quand on met un étrier des fois neuf qui n'a pas été spécialement essayé et qui est, voilà, c'est du produit neuf, il n'a pas vécu. Notre produit d'occasion, il a vécu. Je ne dis pas d'aller vendre une plaquette de frein, je ne suis pas là. Hein. Mais je pense qu'un étrier de frein, on peut aujourd'hui le vendre en tant que réemploi. Il suffit de faire les contrôles adéquats derrière et il y a un marché. Comme on a vu sur le berceau, comme on a vu sur le triangle, moi j'ai fait plusieurs réunions autour avec mes collègues, avec le BCA ou autres, et on voit bien aujourd'hui les avancées. Aujourd'hui, on voit sur un diaporama le mot berceau et train avant, enfin, et bras avant, ce qui prouve que ça y est, on avance, on y est. Il faut que nous aussi, on se professionnalise un peu plus. C'est ce que font mes collègues, on avance tous dans le même sens. Et cette pièce est reconditionnée, pourquoi j'y reviens? Parce qu'aujourd'hui, on a une action dessus. Il y a un cahier des charges de préparation qui est beaucoup plus pointu qu'une pièce classique, parce qu'une pièce de réemploi, vous pouvez aller la chercher sur un véhicule, elle est bonne ou mauvaise, vous la vendez à votre comptoir, elle est tracée, on ne vous dira rien. Là, on va beaucoup plus loin, et aussi on la répare, cette pièce. Aujourd'hui, dans nos centres, il y a des ateliers de réparation. Ça peut être une réparation sur une pièce d'usure, un joint, quoi que ce soit, mais ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut être une pièce cassée, une optique de phare avec une patte cassée, on sait réparer. D'ailleurs, en réparation, c'est ce que vous demandez à un carrossier. Donc, on n'invente rien, on va plus loin. Sur un bouclier avant, on sait faire. Sur un rétro, on sait faire. Sur un moteur, pourquoi pas. Il y a un carter, il y a une fixation cassée. Et en plus, la pièce, on l'a chez nous. C'est-à-dire, elle doit faire 50 mètres ou 20 mètres. Et elle n'a pas de coût en plus. Ouais. Donc, parce que on entend dire aussi que si c'est une pièce d'économie circulaire, le garagiste il va galérer pour la mettre et du coup ce qu'il gagne il le repère en main d'œuvre. Vous dites non parce que la pièce vous la remettez dans son état fonctionnel d'origine, on va dire. Voilà, fonctionnel d'origine. Et là, il y a un autre sujet dans votre question, c'est les nomenclatures. Nomenclature véhicule, nomenclature produit. On sait que dans le 4 roues aujourd'hui, il y a des catalogueurs, il y en a certaines dans la salle. Voilà, on travaille avec 2-3 catalogueurs, on a un taux de réussite sur notre recherche de 90-95%. Si on va au 2 roues et si on va dans le véhicule industriel, ces catalogueurs c'est compliqué, il faut créer la nomenclature nous-mêmes. Et ça, voilà, on est certain à y travailler dessus. C'est surtout d'avoir la bonne pièce qui correspond au bon véhicule. Et ça, logiquement, aujourd'hui, on a quand même bien travaillé là-dessus. Et après, pour continuer sur la pièce reconditionnée, je vous disais des exemples, j'en ai cité dans le 2 roues et dans le 4 roues, mais vous avez le véhicule industriel aujourd'hui, un tracteur avec un pont brûlé. On sait que dans l'agricole, c'est 37%. Un pont, vous avez dit? Un pont de tracteur. Oui, voilà. Brûlé. Qui peut être brûlé, incendié, c'est 37% des produits qui viennent des assureurs. Ben aujourd'hui, ce pont-là, il va falloir le démonter, le sabler. S'il a 300 heures, pourquoi il ne referait pas sa vie? Voilà, il y a des moyens de contrôle, on va changer les joints.
un joint torique, on va même le repeindre, on va le remettre, voilà, il sera préparé. Et ça, il faut savoir le faire, parce qu'à un moment donné, c'est notre métier de prolonger la vie de la pièce et du véhicule. Et tout à l'heure, on a fait une allusion aux véhicules reconditionnés. Je suis pas, voilà, je suis pas le seul. On est nombreux à avoir aujourd'hui des centres de reconditionnement de véhicules. Alors à plus petite échelle peut-être, mais on voit bien qu'on peut réparer des véhicules endommagés inférieurs à la valeur avec de la pièce de réemploi et aller sur des pièces qu'on appellerait sensibles aujourd'hui. Mais de toute façon, une fois que le véhicule est terminé, il y a un contrôle d'expert avant, pendant et après travaux. Et aussi, il y a des géométries, il y a des ADAS, il y a tout ce qui existe aujourd'hui pour contrôler le produit. Si vous devez installer 10 berceaux pour trouver le 11e qui soit en état, il y a un problème, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, c'est vraiment à la marge quand une pièce de chez nous, même un berceau, il revient pour un problème de soudure ou qu'il ait eu un choc auparavant, c'est quasiment inexistant. Puis, quelque part, aujourd'hui, c'est plus la casse à mémile, j'allais dire, ou un démonteur, ou il n'avait même pas de formation. Max et les ferrailleurs, c'est chez... Tourné chez Allocation Auto. Non, mais je pense que voilà, vieux, ça a bien changé. Ça commence à 50 ans. Aujourd'hui, on a des techniciens, on a des gens de bon niveau, on a des BDS, on a des ingénieurs, on a l'équipement qu'il faut, et on a aussi les gens en interne, les techniciens supérieurs, pour traiter ce type de produit. Et je pense que voilà, il faut nous faire confiance, c'est notre cœur de métier, et je pense qu'on le défendra fortement. Juste pour qu'on comprenne bien l'aspect technique, et je pense que beaucoup de personnes le comprendront, une aile avant ou un phare, on le voit tout de suite. Il est endommagé, rayé, ou il est bon, il n'y a pas de problème. Des éléments mécaniques comme ceux-là, comme on le disait, on peut tous les démonter et tous les envoyer. Mais bon an mal an, avec la vie d'un véhicule, visuellement, je vous défie, visuellement, à part de me dire que le berceau il est propre ou pas. Non mais moi, je suis pas... Voilà, non mais pour les techniciens qui nous écoutent, visuellement, je défie quiconque de dire que, en termes de géométrie, quand on va le remonter sur le véhicule, on va réussir à régler le train avant de manière correcte. Si, avant de le mettre sur le marché de la pièce d'occasion, il y a eu à minima quelques contrôles. Oui. Par exemple, une géométrie. Avant de démonter ce berceau, je réalise une géométrie et j'y mets en fait finalement ce relevé pour certifier que les angles vont être respectés quand je le monte. Est-ce que vous le faites ça? Alors géométrie, moi je n'irai pas jusque-là, mais il y a des moyennes de pigeage, il y a des moyennes de contrôler, et puis les sols de temps au temps. Aujourd'hui, on connaît les 20-80 des berceaux qui sont demandés. Donc on ne dit pas de vendre tous les berceaux, démonter tous les berceaux. C'est là où il faut rester très pragmatique, très terrain. Et on a un besoin, il faut y aller doucement. Voilà, les choses... Oui, à la limite, sur là où vous savez qu'il y a de la demande, là vous allez pouvoir faire les contrôles plus poussés on investit pour les remettre dans le circuit. Bien sûr, on essaye d'investir. Les gammes, on les met au fur et à mesure sur le marché. Aujourd'hui, on a une gamme trop restreinte. Ouais. Et je pense qu'il faut être grand garçon et savoir ouvrir ses gammes. Et c'est pour le bien de tout le monde d'ailleurs, parce qu'il y a un côté économique, il y a un côté environnemental, et puis il y a un côté social. Donc je pense que c'est notre devoir. Ouais, juste pour finir là-dessus, je vous le donne. Vous avez dit tout à l'heure que finalement, la pièce de réemploi, ça permet de sauver des véhicules qu'on n'aurait pas réparés parce que il n'y avait pas la valeur. Est-ce que un véhicule économiquement irréparable, il peut être sauvé? Comment vous... Il n'y a pas de problématique là-dessus. On ne s'est jamais posé la question quand on met une aile en réparation au lieu de la mettre en remplacement. On ne s'est jamais dit, parce que je la répare, du coup elle est réparable, je détourne une procédure haute, c'est une chimère en fait. Aujourd'hui, il y a une notion économique et effectivement la PRE nous permet, quand vous prenez un véhicule qui a une valeur de 2000 euros et qui a un phare de cassé qui vaut 1500 euros en neuf, autant vous dire que rapidement le véhicule, la valeur économique, elle est dépassée, la réparation dépasse sa valeur. Et c'est aberrant de réparer un véhicule qui aurait une réparation largement supérieure à sa valeur. Maintenant, la PRE nous permet justement de diminuer en fait ce coût de réparation tout en gardant une réparation de qualité, encore une fois on le dit, et ça va finalement dans le sens de la conservation, de la réparabilité plus longue des véhicules, et c'est quelque chose, par exemple, ce point-là qui a beaucoup évolué. Enfin, il y a encore 10 ans, on aurait chiffré en neuf et on n'aurait pas mis la pièce d'occasion pour pouvoir diminuer le montant de la réparation.
on serait rentré dans la procédure et ensuite on aurait autorisé la PRE. Ça a changé par exemple. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui changent et c'est au travers de la professionnalisation des recycleurs, aussi de l'acceptation des réparateurs finalement, parce qu'on a un délai de livraison qui est beaucoup plus court, on a une qualité de livraison qui est meilleure, on a une garantie de 2 ans, voire parfois même plus longue que ça. Donc effectivement, c'est un vrai levier aujourd'hui pour conserver la réparabilité des véhicules. Je vous repasse la parole, mais moi je voulais juste rebondir. Alors c'est redondant encore, hein, mais c'est pour être d'accord, juste pour resituer le débat. Vous avez le droit d'être d'accord. Hein. Ouais, non, mais c'est bien qu'on soit d'accord puisqu'on fait le même métier en plus. Donc c'est hyper important cette logique de sémantique en fait. Hein. On a une évolution de la législation qui fait aujourd'hui la différence entre 3 typologies de pièces. La pièce d'occasion, je dis volontairement la pièce d'occasion. La pièce reconditionnée et la pièce remanufacturée. On est vraiment sur ces 3 typologies de marché. Aujourd'hui, notre métier de centre VHU, de recycleur automobile, peu importe les termes qu'on utilise, on est rapidement associé à ce qu'on appelle de la pièce d'occasion. Globalement, l'image, merci pour Max et les ferrailleurs, mais globalement, l'image du particulier qui vient démonter une pièce lui-même sur une voiture, sur un parc, il y en a de moins en moins, c'est quelque chose qui va disparaître avec le temps. Il démonte sa pièce, il est en confiance, il remonte sa pièce sur sa voiture, c'est une pièce d'occasion, les garanties 3 mois, 6 mois, globalement 3 mois par la législation. Voilà, ce qui est très important, et ce que notre métier doit faire, et ce qu'on doit travailler tous ensemble sur cette notion de communication et de sémantique, c'est que notre marché, c'est pas la pièce d'occasion. Notre marché, c'est le marché de la pièce reconditionnée. Il est très très bien intégré dans les portables. Back Market a été le leader, en plus Cocorico, on parle de téléphone reconditionné. Depuis 1 an, on entend nos constructeurs automobiles, Peugeot, Renault pour les citer, qui parlent de voitures reconditionnées. Il faut que nous, notre métier, on s'approprie ça. Et ça passe par quoi? Laurent l'a très bien expliqué. Par des contrôles qu'on puisse faire certifier probablement par des organismes tiers, pour pas que ça vienne forcément que de chez nous. Il y a des organismes. Normalement, vous êtes déjà certifié. Alors on est certifié, mais on est certifié dans le cadre d'un contrôle d'activité. Ce qu'il faut qu'on aille plus loin, c'est qu'il faut qu'on fasse certifier les contrôles qu'on fait sur nos pièces. Pour que dans le schéma qu'on a vu tout à l'heure présenté par SRA, on ne voit pas que de la pièce de carrosserie, mais qu'on voit cette fameuse pièce de mécanique, cette pièce de direction, on vient d'être évoqué sur les piges, cette pièce électronique. Le CESVI, pour le citer, parce que je sais qu'ils sont là, à Poitiers, sont en train de travailler sur une certification de pièces reconditionnées pour l'électronique. Nous, les recycleurs, on est en train de travailler sur une certification de label pièce reconditionnée pour la pièce d'occasion, pour que demain, elle soit donc garantie 2 ans, et qu'elle corresponde à cette législation de pièces contrôlées garantie 2 ans, qui assure au réparateur comme à son utilisateur, le particulier, que la pièce fonctionne exactement comme la qualité de la pièce neuve avant. Et c'est là où on aura gagné. Alors, oui. Je voulais simplement ajouter, on parlait du berceau, on a beaucoup parlé du berceau et je ne voudrais pas que ça crée une psychose. Hein. C'est une pièce qui est remplacée aujourd'hui, qui est remplacée en pièce de réemploi. C'est un top vente, ça reste un top vente, d'ailleurs il me semblait qu'il était bien dans la liste des pièces les plus remplacées. C'est effectivement une pièce qui est contrôlée et on n'a pas de taux de retour plus élevé qu'avec n'importe quelle autre pièce de réemploi. Donc pas de psychose, c'est une pièce qui est remplacée, bien contrôlée, bien remplacée. Et moi je vois pas de frein justement à l'adoption des persos. Hein. Il y a sans doute, c'est une pièce sensible, donc on la regarde peut-être un petit peu différemment. Le choix est peut-être un petit peu différent, mais une fois de plus, c'est une pièce qui est remplacée et ça se passe bien. Voilà. Je tenais à le préciser. Ouais. Ce que je voudrais rajouter, c'est que notre meilleur ambassadeur, c'est quand même c'est le réparateur, c'est le client final. Je suis désolé de faire une aparté sur le 2 roues, mais quand j'ai lancé cette activité, on ne s'est pas du tout occupé de la réparation sinistre. Sur le 2 roues, vous le savez, c'est à la marge. Et on est allé directement vers le réparateur en lui disant voilà, c'est un nouveau produit, c'était un peu gonflé parce que bon, le produit, il y a longtemps qu'il existe, hein. C'est un nouveau produit, travaillé différemment, contrôlé, garanti. Et qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, on était dans les années 2010 à 4, 5, 6 pièces peut-être maximum par véhicule. On voit que l'auto est montée aujourd'hui pour les meilleurs d'entre nous, 15, 20 pièces. 12 pièces sur la dernière étude ADEME. Et si on prend nos statistiques sur le 2 roues, aujourd'hui, c'est plus de 35 pièces. Et c'est le réparateur, puisqu'il y a 10 ans, il n'y avait pas du tout de réparateur, c'était du 100% particulier. Donc voilà, à un moment donné, c'est que le produit doit tenir la route, il a sa place, il a sa marge, parce que quelque part, au moment, il y a un côté économique. Donc voilà, ça a du sens. On est en train de lancer la même chose aujourd'hui avec le véhicule industriel, et on voit que ça marche. Donc il n'y a pas de raison que dans la partie sinistre, on n'arrive pas à tomber d'accord, surtout qu'on a quand même l'expert, le sachant, qui est là. Et dans la réparation classique, qui c'est nous, le producteur et le réparateur. Là, dans le sinistre, on a l'expert, et
voilà, j'allais dire, mais la balle est dans son camp. Je pense qu'aujourd'hui, l'expert, il a une opportunité, franchement, de se positionner, d'aider les réparations, et il faut qu'il l'aide, c'est le bon mot. C'est pas aller se faire des nœuds dans la tête, des contraintes où il n'y a pas lieu. Voilà, c'est juste le petit message. Mais bon. Sans parler de contraintes fortes, mais on va pas parler du berceau, je vais parler de la jante. Juste un équilibrage pour s'assurer que la jante elle est correcte. Et tout le monde ne le fait pas encore aujourd'hui. C'est ça quand on parle de professionnalisation Oui. et de Alors cadrage, justement, comment on repère le vendeur de pièces reconditionnées qui fait correctement son boulot? Est-ce qu'on met des notes comme pour les hôtels, les restaurateurs? Je sais pas. Vous avez une plateforme, Olivier Corr. Maintenant, effectivement, on a Précis et Digipiec. Nous, effectivement, les audits, on les pré-audite. Alors, déjà, Indra, c'est un réseau. Donc, nous connaissons les centres qui sont dans notre réseau. Mais il est vrai que nous avons beaucoup moins de centres connectés à nos plateformes aujourd'hui que de centres dans notre réseau, au sens très très large. Parce qu'on rentre dans un processus d'audit, de certification, d'une certaine manière, en tout cas certification qui nous est propre, mais qui est une certification qui dit que ce centre VHU est au niveau de notre exigence à nous sur nos plateformes. Et une fois que vous les avez intégrés sur la plateforme, aujourd'hui avec le digital, vous avez plein de moyens de contrôle. Et le premier moyen de contrôle, c'est la satisfaction du client, le taux de retour. Et c'est ça qui vous permet potentiellement de déceler les centres qui ne seraient pas aujourd'hui, ou en tout cas sur une prestation donnée au niveau. Et ben nous, notre rôle d'accompagnateur finalement en tant que réseau, c'est d'identifier ces centres, non pas de les sanctionner, mais au contraire de travailler avec eux, toujours vers davantage de professionnalisation. On a des programmes de formation et on a depuis maintenant 2 ans des programmes de formation qui sont spécifiquement dédiés à la pièce de réemploi et à la vente digitalisée de pièces de réemploi. Donc on va très très loin sur ce segment-là. Mais la digitalisation a quand même permis de mettre en place tout un ensemble de systèmes de contrôle et ça permet d'améliorer encore davantage la qualité. Fabrice. Ouais, je rejoins ce qui vient d'être dit. C'est pour ça que moi je reviens sur la logique de labellisation. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut effectivement correspondre aux besoins des réparateurs, aux besoins des compagnies d'assurance, qui, on a bien répété où il y a un engagement pénal sur la réparation, on a besoin de mettre en place pour chaque typologie de pièce un système de contrôle qui soit certifié par un organisme tiers et qui permet de labelliser la pièce reconditionnée, faire la différence entre une pièce d'occasion et une pièce labellisée. Moi je pense que ça passera par là. La pièce de carrosserie, c'est un sujet, mais le particulier, moi je le vois avec mes clients en région parisienne, j'ai des clients qui ont des voitures bleu, blanc, rouge, ou verte, jaune, verte, peu importe, mais en tout cas qui ne se posent pas de problème d'esthétique, qui ont juste besoin d'avoir une voiture fonctionnelle avec une porte qui ferme. C'est pas ce que fait une assurance ou des experts qui doivent remettre en l'état le véhicule. Donc c'est pour ça que moi je milite très fortement sur ces besoins de la profession, de passer par une labellisation qui va pouvoir, je reçois Valeo la semaine prochaine, ils ont rebondi sur le sujet, on avait parlé au mois de juillet chez AutoActu, merci, c'était grâce à vous. On travaille vraiment fortement sur ce sujet-là et d'avoir un organisme tiers qui va nous permettre de valider les contrôles qui seront faits par les pièces et donc d'avoir ce label pièce reconditionnée. Et ça fera la différence entre de la pièce d'occasion, qui peut avoir un usage pour le particulier sur la pièce de robe, où on va toucher que à l'esthétique, et puis ce qu'on va toucher surtout, c'est la sécurité. Et ça, pour moi, c'est indispensable, et ça, c'est un travail collectif qu'on est tous, à mon avis, prêts à faire, mais qu'il faut prendre maintenant pour rassurer et le réparateur et l'usager sur le bon usage de notre fameuse pièce dite issue de l'économie circulaire. Laurent Héraï, dans le cadre de Mobiliance, est-ce que vous pouvez pousser ce sujet? Est-ce que vous le prenez en main? Est-ce que... mais bien sûr, c'est notre rôle, puisque... Comment? Bonne question. C'est notre rôle, parce que, bon, Olivier a dit, Indra, nous, voilà, on a notre certification. Moi, j'ai parlé qu'en 2000 mai, j'avais mis ma pièce reconditionnée sur le marché avec mon cahier des charges. Mais là, aujourd'hui, je suis là pour représenter la profession, et je pense que c'est nous, Mobiliance, avec Fédéric ou d'autres, à porter ce projet, parce que, franchement, quand on regarde, on est loin d'être les derniers de la classe quand on regarde au niveau européen. J'étais encore en Pologne il y a quelques jours au congrès des recycleurs international et on voit bien que franchement sur la qualité produit, sur nos normes environnementales, on est sans doute devant et bien devant. Et même le numéro 1 italien ou le numéro 1 espagnol qu'on connaît très bien, quand il arrive chez nous et qu'il voit la qualité de pièces, ce qu'on fait aujourd'hui, il nous envie, mais il voit bien que l'Europe arrive, que les réglementations arrivent, et ils sont conscients qu'eux aussi, il va falloir qu'ils montent leur niveau.
parce qu'on parlait de 50-60 pièces en Espagne, on voit bien, mais il y a certaines pièces qu'on aurait un peu de mal. Franchement, il faut pas, nous, on n'arrivera pas à travailler comme ça. Il faut qu'on aille chercher la qualité, et là, on arrivera à un taux de pièces intéressant. Donc, je pense que c'est notre rôle, et au-delà même du modèle français, je pense qu'il faut aller porter ça au niveau européen, puisqu'aujourd'hui, on a un règlement européen qui se prépare et qui parle de pièces de réemploi tout court. Mais voilà, il faut souvent être précurseur, et je pense qu'il faut pousser dans ce sens-là. Effectivement, c'est notre rôle, et ça va rassurer le client final, la profession. Et voilà. Donc on est rassuré, c'est en route. C'est l'exigence à la française, quoi, en fait, hein, finalement. C'est un petit peu ça. Mais c'est tout l'objectif d'avoir pu signer des chartes, une charte avec Mobiliance Recycleur, c'est de se dire comment ensemble on peut travailler sur ça, justement pour aller plus loin et de manière professionnelle. Enfin, in fine, on parle tous, chacun de notre profession, etc. Mais in fine, il y a un propriétaire d'un véhicule. Donc comme on le dit, si c'est utilitaire et c'est dans un cadre où c'est moi qui mets mon argent, je peux rouler avec une voiture bleue, rouge ou verte. Si vous amenez votre voiture parce qu'elle a eu un dommage et qu'on vous la rend avec une porte bleue et une jante qui n'est pas la jante d'origine du véhicule, j'exagère le trait, je fais exprès, hein, mais je pense que vous n'allez pas être contente. Donc c'est tout cela qu'on va travailler en fait. D'accord. Moi, je voulais juste finir sur un truc. Notre produit, c'est mieux que le bio. Et c'est quelqu'un qui m'a dit ça la dernière fois. C'est que le bio, c'est cher, mais c'est écologique. Ben, nous, on a les deux côtés. C'est économique et c'est écologique. Bravo. On n'a pas encore parlé. Non, mais gardez le micro. C'est important. On n'en a pas encore parlé, mais parlons un peu des prix et des marges, parce que c'est pareil. Le réparateur, lui, oui. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va gagner à prendre entre guillemets le risque d'une pièce de réemploi par rapport à une pièce neuve où il sait quelle est sa marge, etc. Donc, est-ce qu'on gagne plus d'argent quand on est réparateur et qu'on met une pièce de réemploi? Est-ce que c'est ça qu'il faut? Non. Enfin, moi, je pense pas. On a tous les éléments de réassurance qu'on vient d'évoquer sur la labellisation, sur la sémantique, sur l'usage, sur les contrôles qu'on va faire. La clé, vous avez raison, c'est le réparateur. Si le réparateur, à la fin, il gagne pas sa vie, il ne la posera jamais une autre pièce d'occasion. Gagner plus, non. Gagner autant, oui. En euros. Pas forcément en pourcentage, les calculs se font pas. Parce que sur la pièce remanufacturée, des fois, ils gagnent plus. Hein. Oui, mais pourquoi se fixer des objectifs aussi hauts alors que la majorité, 96% du marché, c'est de la pièce neuve aujourd'hui? Pourquoi aller se fixer des objectifs inatteignables tout de suite? Je dis pas que demain, ce serait génial. Hein. On travaille tous dans un cercle vertueux. Et gagner autant, c'est possible. À gagner autant, c'est l'objectif. Si on fixe pas un objectif à un réparateur de gagner au moins autant en posant de la pièce de réemploi qu'en posant de la pièce neuve, d'accord, au moins autant. On irait au moins autant. Donc, voire plus. Donc, voire plus, mais commençons par au moins autant parce que, comme on l'a évoqué, on travaille beaucoup, on développe beaucoup de systèmes. Hein, Laurent. Oui, parce que vous, c'est beaucoup de main-d'œuvre. Hein, non, et puis c'est de la main-d'œuvre, mais aujourd'hui, c'est de l'investissement. On a parlé d'outils de contrôle, d'intelligence artificielle. On intègre aussi chez nous des niveaux de salariés qui coûtent beaucoup plus cher, de masse salariale. Donc, il faut reconnaître qu'il y a des leaders comme Laurent, comme GPA, qui ont fait des investissements très, très significatifs. Vous aussi, non? Nous, oui, mais je parle des autres. Moi, je suis là, donc tout le monde me connaît. Mais on a besoin de marge pour continuer à vivre, à développer nos entreprises, à recycler correctement nos véhicules. Donc, il faut qu'on conserve des marges. Mais oui, pour moi, la clé marché, indépendamment de tous les aspects de réassurance qu'on a évoqués, c'est le réparateur. Si le réparateur gagne moins d'argent en posant de la pièce issue de l'économie circulaire que sur la pièce neuve, il n'ira pas. Donc, c'est l'élément clé. Donc, c'est à nous d'y travailler. Les assureurs font des efforts. On en fait, on essaie de proposer, on parlait de service tout à l'heure, on livre en 24 heures, demain on livrera sûrement en 4 heures. Les assureurs font des efforts, proposent des franchises réduites pour certaines compagnies vis-à-vis de l'assuré pour réparer la voiture avec de la pièce de réemploi, mais la clé, pour moi, elle est évidemment sur le fait que le réparateur, à la fin, il gagne sa vie. Oui, parce que... Oui, j'interviens parce que je rejoins effectivement Fabrice sur ce point-là, sur cette idée que le réparateur est le dernier prescripteur et qu'aujourd'hui, si lui, on l'a pas convaincu, il faut s'intéresser à son cas économique, effectivement, il n'ira pas prescrire la pièce de réemploi et c'est au contraire lui qui va être capable de vous expliquer pourquoi il ne faut pas monter la pièce de réemploi pour des questions de sécurité ou autre. Il y a une loi qui oblige, mais dans la loi, tu sais. On n'a pas parlé réglementation, on fera une toute petite conclusion en 1 minute. Non, mais dans la même loi oblige effectivement à proposer, sous réserve que. Et sous réserve qu'il estime que le résultat de la réparation c'est équivalent à ce qu'il pourrait faire en pièce neuve. Ce qui finalement est une porte ouverte vers à peu près n'importe quoi en termes de décision. Mais la loi est relativement appliquée, donc je ne viens pas critiquer la loi, c'est pas le sujet, et clairement elle a été un boost.
Mais nous, en tant que distributeur de pièces de réemploi, producteur de pièces de réemploi, on doit s'assurer que le réparateur gagne, je ne crois pas au moins autant, à peu près, je dirais dans les mêmes fourchettes, mais n'oublions pas que les réparateurs aujourd'hui sont aussi très sensibilisés à la cause environnementale. Enfin, c'est quand même un des sujets premiers autour de la pièce de réemploi, et je rencontre beaucoup de réparateurs qui veulent proposer la pièce de réemploi, qui parfois d'ailleurs sont presque un peu déçus de ne pas pouvoir trouver la pièce ou à des prix qui effectivement ne sont pas acceptables pour eux. En revanche, peut-être que d'autres acteurs dans la distribution n'auront pas les mêmes marges. C'est certain, une pièce de réemploi, ça ne coûte pas le prix d'une pièce neuve, et donc il faut peut-être faire des concessions sur le prix, et s'accorder sur le fait que de plus en plus c'est le sujet environnemental qui va devenir premier devant le prix. La pièce de réemploi s'est développée par le prix, c'est indéniable, mais je crois qu'aujourd'hui les préoccupations sont ailleurs. Vous croyez vraiment que si on peut pour faire environnemental abdiquer sur c'est déjà le cas la dans d'autres marge? marchés. C'est le cas dans d'autres marchés. On a parlé de marchés des pays nordiques qui sont très sensibles à la cause, comme tout le monde le sait. On a parlé des États-Unis. Alors il y a des phénomènes culturels, effectivement, qui ont 60 ans sur la libéralisation du marché. Je reviens pas là-dessus. Mais aux États-Unis, vous avez aussi des prescripteurs qui aujourd'hui sont focus RSE plus que prix. Et ça va venir en Europe. Les prescripteurs, on parle des assureurs là. Non, j'ai parlé de tous les acteurs de la chaîne de distribution. Donc je ne vais pas me focaliser que sur les assureurs. Mais les assureurs aujourd'hui, oui, je le crois, je ne parlerai pas en leur nom. De ce que je vois, s'intéressent quand même beaucoup au sujet de la RSE et certains vont même jusqu'à communiquer en télé. Messieurs, on aurait pu parler encore un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, mais c'est fini. Merci, Merci. à tous les 5.